Bonjour les cuistots et bienvenue dans la deuxième capsule de Cuisine du monde ici par les fourchettes. Mon nom est Madeleine Lemire et mon invité aujourd'hui est André Van Melle qui vient nous parler de ses racines belges. André a 75 ans, il est peintre, homme d'affaires, coach de soccer et grand-père. Et puisqu'il est toujours intéressé à aider les jeunes, il a gracieusement accepté de nous partager sa culture et ses bonnes recettes. Bonjour André. Hello, bonjour. Alors, j'aimerais commencer par en apprendre un peu plus sur ta relation avec la Belgique. Quelles sont les plus grandes différences, d'après vous, entre la Belgique et le Canada? Des distances, peut-être, oui. C'est certain que c'est une énorme différence. La Belgique est quand même un tout petit pays avec 11 millions et demi d'habitants. C'est vraiment petit. C'est à peu près comme 2 ou 3 fois l'île de Montréal et de Laval mises ensemble. 3 fois ça et ça va faire la Belgique à peu près. Mais on a quand même 11 millions et demi d'habitants, donc il ne reste pas beaucoup de place pour la nature. Avez-vous des anecdotes surprenantes qui ont suivi votre arrivée au Canada? Oui, comme anecdote, évidemment, il y avait des différences de langue ou d'expression qui nous ont un petit peu étonnés au départ. La première fois qu'on a été au garage avec l'auto, toutes les expressions anglaises, que ce soit des wipers, des steering, de n'importe quoi, on ne savait vraiment pas de quoi il s'agissait à ce moment-là. Ça, c'était juste amusant. Et d'autres choses amusantes. Bon, un dépanneur en Belgique, c'est vraiment quelqu'un qui va dépanner les autos et non pas un petit commerce de quartier de proximité. Une brassière, c'est juste ce qu'on met aux petits-enfants, aux petits bébés, etc., comme pilonnage. Ici, c'est différent. Entendre parler quelqu'un de son bébé, et que son bébé a 18 ans, ça nous a fait sursauter parfois aussi. Le plus jeune, ici, on dit le bébé. En Belgique, ça ne se dit pas de la même façon, je dirais. Ariane prépare en ce moment en cuisine une recette qu'André m'a recommandée, la gaufre de Liège. J'aimerais que vous me parliez un peu de cette recette si vous le voulez bien. Pourriez-vous nous décrire rapidement en quoi consiste la gaufre de Liège? Bien, la particularité de la gaufre de Liège sera probablement qu'elle est remplie de petits morceaux de sucre qui vont fondre. En Europe, en Belgique surtout, le sucre, c'est un sucre de betterave qui est beaucoup plus résistant à la fonte que le sucre de canne. Donc, il va rester plus longtemps granuleux et croquant dans la gaufre. Ça, c'est une chose qu'on n'arrive pas tout à fait à réaliser ici. Mais sinon, c'est une pâte très riche, même beaucoup de beurre, beaucoup de sucre. Il y a des œufs, etc. Donc, c'est principalement ça. Et l'odeur est incroyable aussi. Pouvez-vous nous dire la pire erreur que les gens font habituellement en faisant cette recette? Des erreurs qu'on pourrait faire, c'est de trop cuire la gaufre. Il faut qu'elle reste un petit peu humide à l'intérieur et non pas desséchée comme un gâteau 4 quarts ou des choses comme ça. Et l'autre affaire, c'est d'avoir peur de faire une gaufre avec tout ce qui va dedans parce qu'on veut en faire une gaufre santé. Non, c'est pas destiné à être fait une gaufre santé. On est mieux de faire santé sur tout le reste autour, mais de se gâter avec une bonne gaufre. Comme beaucoup de choses d'ailleurs, vouloir tout le temps manger santé, ben c'est vivre pauvre, c'est vivre triste. Salut, moi c'est Ariane, la cuisinière de l'équipe des fourchettes. Aujourd'hui, je me mets au défi de préparer la recette de gaufre belge de André Van Melle. Vous devrez vous munir d'environ 3 bols, d'un fouet, d'un linge, d'une baguette à brochette, de cuillères à mesurer, d'une balance, d'une tasse à mesurer et d'un fer à gaufre. Maintenant que nous avons tout ce qu'il nous faut, mettons-nous au boulot. Pour commencer, dans un petit bol, je fais tiédir 110 g de lait. Le mélange ne doit être pas trop froid pour permettre aux levures de bien s'activer. Lorsque le lait a atteint la température voulue, j'y ajoute 25 g de sucre fin et 25 g de levure. Je laisse s'activer le tout 10 à 15 minutes. Mon mélange a reposé assez longtemps, comme vous pouvez le voir, et maintenant, j'incorpore 2 œufs avec 110 g de lait, comme ceci. Hop! Et je fouette légèrement. Hop! Et j'ajoute ma levure. Ensuite, je prépare mes ingrédients secs. Je mélange dans un bol 500 g de farine, 25 g de sucre et une pincée de sel. Je mélange le tout et j'incorpore mes ingrédients secs à la main avec ma préparation précédente.
Je laisse reposer ma pâte à température ambiante pendant environ 20 minutes et je recouvre le tout d'un linge. Pendant ce temps, j'ai fait ramollir environ 150 g de beurre et j'y rajoute une cuillère à soupe de miel. Voilà, comme ça. Et on mélange comme il faut. Ma pâte a terminé de reposer et j'y ajoute maintenant le mélange de miel et de beurre. Je mélange le tout avec mes mains jusqu'à l'absorption complète du liquide. C'est maintenant le temps d'utiliser un peu d'huile de coude et de mettre la main à la pâte. Maintenant que j'ai terminé de bien mélanger ma pâte avec le liquide, je le recouvre de film plastique et je l'envoie au frigo pendant 45 minutes. Pendant que notre pâte repose au frigo, allons voir notre fourchette scientifique Myriam qui va nous parler un peu du mûrissement des fruits. Bonjour, mon nom est Myriam et je suis la fourchette scientifique. La recette d'aujourd'hui se mange très bien avec des fruits. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé comment mûrissent les fruits? Cette simple notion pourrait vous permettre de prolonger la fraîcheur de vos aliments et d'éviter le gaspillage alimentaire. Faites attention, ce ne sont pas tous les fruits qui peuvent mûrir une fois cueillis. En effet, ce sont les fruits que l'on appelle climactériques, dont font partie entre autres la banane, la poire, les pêches et les mangues qui subissent un mûrissement hors du plan. Une fois que les fruits ont atteint leur maturité, c'est-à-dire leur forme standard, ils commencent à dégager un gaz qui est à l'origine de leur mûrissement. Ce gaz inodore et incolore, appelé éthylène, informe les fruits qu'il est temps d'enclencher leur processus de mûrissement. Plus le fruit sécrète de l'éthylène, plus il mûrit et plus il respire intensément. Le mûrissement peut être accéléré si le fruit est placé dans un environnement hostile ou bien s'il subit une blessure. Comme l'éthylène est un gaz qui se propage sous forme de stimuli de maturation d'un fruit à l'autre, plus les fruits sont en présence de ce gaz, plus le mûrissement se fera rapidement. Dans cette optique, voici quelques trucs pour faire mûrir vos fruits plus rapidement. Vous pouvez stresser le fruit pour que celui-ci respire et mûrisse plus vite. Par exemple, une banane égratignée ou coupée en deux dégagera plus d'éthylène, donc mûrira plus vite. Il faut aussi laisser le fruit à la température ambiante, car la température froide du frigo ralentit le mûrissement. De plus, le fait de rapprocher les fruits les uns des autres stimule le mûrissement, puisque l'éthylène sera dégagé en grande quantité à cet endroit. Pour finir, il est également possible d'emballer ces fruits à faire mûrir dans un sac en papier brun pour permettre à l'éthylène de se concentrer tout en permettant aux fruits de respirer. Si vous souhaitez ralentir le mûrissement des fruits, juste à faire le contraire des étapes que j'ai dit précédemment. Donc, au retour de l'épicerie ou de la fruiterie, on prend les fruits, on évite de les stresser, on les déballe, on les sépare et on les place au frigo. C'est tout pour moi. À la semaine prochaine! Ça fait maintenant environ 45 minutes que ma pâte repose. Je lui ajoute alors 150 g de sucre perlé. Et je mélange le tout avec mes mains. Ensuite, je coupe des boulettes d'environ 80 à 100 g. Je sème un peu de sucre fin sur les boulettes pour qu'elles prennent une belle couleur lors de la cuisson. C'est le moment de sortir notre fer à gaufres et de mettre nos boulettes de pâte dedans. Une fois que les gaufres sont dans le fer, j'attends environ 4 à 5 minutes pour qu'elles soient complètement cuites. Ça m'a l'air prêt tout ça. Je prends une baguette à brochette et je viens l'appliquer au travers de ma gaufre pour la ressortir de mon fer. Alors, viens-nous de la cuisine, que les gaufres seraient prêtes. Les filles, est-ce que vous seriez prêtes à nous montrer le résultat final? Mais oui, on a fini nos gaufres et ça nous donne ça. Je vais en prendre une pour vous montrer, là. Wow. Elles sont bien belles, elles sont toutes dorées, là, puis ils sentent vraiment bon. Elles sont très impressionnantes. La couleur est belle, la forme, oui, c'est beau. Ça doit être bon, je le sens jusqu'ici. Ah, merci beaucoup, là. Bye bye. Ça fait plaisir, bye. Vous savez maintenant comment préparer de délicieuses gaufres belges. Bon appétit! J'aimerais maintenant discuter avec vous des caractéristiques culturelles de la Belgique. Alors, parlons festivités. Pourriez-vous nous décrire les traditions entourant les carnavals? Le carnaval représente un petit peu le passage entre la vie là-bas et le début d'une nouvelle ère après la nouvelle année et avant le carême. Dans le carnaval, c'est carna, viande, chair. Donc la chair, on va se préparer à faire abstinence de la chair avant le carême. Pourriez-vous nous décrire les traditions entourant les kermesses?
Les kermesses, c'est un autre côté encore. Là, c'est vraiment une fête de village. Kermesse vient d'un terme encore allemand ou néerlandais ou flamand, kerkmesse, qui veut dire et messe d'église. Kerk, église et messe, oui. Et difficile. Donc, ce sont des fêtes de village là, qui débutaient en général après une messe et que le village se retrouvait avec des fanfares et des célébrations, bien sûr suivies de beaucoup de boissons, de bières, etc. Et la fanfare joue mieux le matin que l'après-midi parce que la bière faisant son effet, les notes sont moins bonnes. Pourriez-vous nous décrire les distinctions des traditions entourant Pâques en Belgique avec ceux au Canada? D'abord, ici, au Canada, on va travailler, on va utiliser principalement le lapin de Pâques, alors qu'en Belgique, ça va être les cloches de Pâques. Pourquoi? Je ne sais pas d'où vient la différence. Ce sont les cloches de Pâques qui volent dans les airs avec des petites ailes et qui laissent tomber des œufs dans les jardins. Et les enfants vont ramasser les œufs dans les jardins. Sinon, on a aussi comme différence, c'est qu'en Belgique, les écoles ferment 2 semaines à Pâques. Oui, il y a beaucoup de congés en Belgique. Mais on ne le regrette pas. Parlons des particularités culinaires de la Belgique. Pourriez-vous nous dire quels sont les plats et ingrédients nationaux? Oui, les plats nationaux, quand on parle de Belgique, on va souvent parler pour commencer, de bière, moules et frites, bière, steak, frites, qui se ressemblent un petit peu avec les plats québécois quand même. Et un plat qu'on utilise très peu au Québec ou en Amérique du Nord et qui est très, très, très populaire en Belgique, c'est le steak tartare, qui s'appelle le filet américain. Alors que là où on ne mange surtout pas de viande crue, c'est en Amérique. Le filet américain ou le steak tartare, c'est la viande crue préparée d'une certaine façon. Alors, si on revient à d'autres produits, il y a évidemment la bière. Les bières belges, c'est connu depuis longtemps, mais qui n'ont plus tellement de distinction à avoir avec les bières québécoises. Et le Québec a développé tellement de bonnes bières locales aussi, ou de microbrasseries, qu'on peut en trouver à peu près la même chose ici que là-bas. Alors, on pourrait parler aussi du chocolat, qui est quand même pas mal connu en Belgique. Le chocolat belge est connu. C'est toujours de me poser la question. J'ai souvent posé la question pourquoi on parle de chocolat belge. Alors, il n'y a vraiment pas de plantes de cacao en Belgique ni en Europe. Et le port d'Anvers, en Flandre, était un des grands ports d'arrivée des bateaux qui revenaient de leur tournée dans le monde, surtout dans les colonies espagnoles. Et ils ramenaient du cacao. Et ce cacao transitait à partir d'Anvers pour aller dans les différents pays d'Europe. Le cacao était utilisé à ce moment-là juste comme boisson. On ajoutait de l'eau et éventuellement du sucre ou pas. Là. C'était très, très prisé comme ça, mais ce n'était toujours pas du chocolat. Et en Belgique, il y a un pharmacien qui avait sa petite pharmacie qui vendait des médicaments, bien sûr, sous forme de comprimés fabriqués maison, mais qui étaient très amers. Et puis il s'est dit, si j'arrive à enrober ça d'une pâte à base de chocolat, les gens vont prendre beaucoup plus facilement. Et c'est un certain monsieur Neuhaus qui a, dans les années 1800, je ne vais plus dire 1500, mais c'est 1800, un certain monsieur Neuhaus qui a créé une pâte avec du sucre et du gras, la première pâte de chocolat, et ce qui était donc finalement la première usine de chocolat dans le monde pour cacher le mauvais goût des médicaments. La nécessité est la mère de l'invention. Hein? Ah, oui. La Belgique a 3 langues officielles, le français, le flamand et l'allemand. Pourriez-vous nous apprendre quelques mots en flamand et en allemand? Donc, premièrement, est-ce que vous pourriez nous apprendre comment dire bonjour? Goedemorgen. En allemand, ça va être Guten Morgen. Ça se ressemble pas mal. Ce sont 2 langues germaniques. Par la suite, bon appétit. En flamand, ça va être smakelijk. Et en allemand, ça va être Guten Appetit. Et finalement, au revoir, comment ça se dit? Tot ziens, ou en allemand, auf Wiedersehen. Merci beaucoup de votre précieuse participation, André. J'apprécie beaucoup que vous ayez pris le temps de venir nous partager les merveilles de la culture belge.
Mais ça m'a fait bien plaisir. J'espère que pour vous, ça va vous garder quelque chose d'intéressant. Et je vous dis aussi bon appétit et à la prochaine. Merci, à la prochaine. Bon appétit.